Quoi? Une tornade? Oh non! Je dois rentrer dans le bunker. Hein? Betty, descends de là! Mais c'est quoi ce... Oh non, on doit se cacher! Betty, non! Ah! Hein? Je suis encore vivant? Betty! Ah! Wouhou! Un mouton? Mais c'est quoi ce... Wow! Des canards? Je ne peux pas croire que nous ayons survécu. Mais comment je vais rentrer chez moi? « 50 cm avec la gravité terrestre. Contrôle effectué. Maintenant, le simulateur va recréer la surface de Mercure. Oula, il fait super chaud ici! Oui, c'est comme si tu te trouvais à côté d'un volcan. Tu sautes à une hauteur de 1,20 m. On passe à Vénus. Waouh, ça fait peur. Sur la vraie planète Vénus, tout est toxique. Et oui, la gravité sur Vénus est presque la même que sur Terre. On passe à la Lune. La gravité sur la Lune est 10 fois moins forte que celle de la Terre, 2,70 m. La planète suivante est Mars. On est pas mal ici. La gravité sur Mars est pareille à celle de Mercure. 1,20 m. Prépare-toi à galérer maintenant. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous... Ah! Il n'y a pas de surface solide sur Jupiter. Bien que Jupiter soit plus grande en taille, sa gravité de surface n'est que 2,4 fois plus forte que celle de la Terre. C'est bon pour moi. On passe à Saturne. Pas de surface solide ici non plus. La gravité de Saturne est plus ou moins la même que celle de la Terre. C'est parti pour Uranus. Il fait tellement froid. Ici, il fait pourtant 5 fois plus chaud que sur la vraie planète Uranus. Vraiment? Ah! Je sens plus mes jambes. Un peu plus de 50 cm. La gravité est tellement moins forte que sur Terre. Et maintenant, voici Neptune. Tu sautes à 40 cm de hauteur. La gravité est tellement plus forte que sur Terre. Sortez-moi de là! C'est bon, là, on a fini? Éteignez le simulateur. Non! Non, 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 non! Ah! 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 Oh non! Ah! Ah!
Arrête de crier. Hein? Tu sais parler? Non! Non, 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 non! Ah! Ah! N'essaye pas de t'enfuir. Ah! Ah! Waouh. Ok, j'ai compris. Oh là là, pas la peine de serrer les poings. C'est sauvage. Je ne peux même pas manger en paix. Imagine ceci. Dans un futur pas si lointain, tu pars en vacances dans l'espace. Et tu dois décider quels objets tu dois emmener avec toi. Mais au lieu de consulter les prévisions météo, tu ouvres ton simulateur de gravité. En effet, tu vas avoir besoin de savoir comment tous ces objets réagiront sur différentes planètes. Par exemple, tu dois emporter cette pelle en métal ou non? D'après ton itinéraire, ce sera un long, très long voyage. Tu as prévu de visiter toutes les planètes du système solaire et même quelques lunes. Mais en raison de la différence de gravité sur ces corps spatiaux, tu n'es pas sûr de l'utilité de certaines choses dont tu as l'habitude de te servir. Commençons par l'essentiel, les Tupperware. Je ne sais pas ce que font les voyageurs de l'espace, mais nous, les terriens, nous emportons nos Tupperware partout où nous allons. Cependant, si tu devais les emmener sur, disons, Mercure, ils s'envoleraient très probablement dans l'atmosphère. Ces récipients en plastique que tu utilises pour conserver tes aliments sont trop légers. Et comme la gravité sur Mercure est 2,5 fois plus faible que celle sur Terre, tu devras peut-être remplir tes récipients en plastique avant de les sortir de ton vaisseau spatial pour aller pique-niquer. Si un Tupperware pèse environ 200 grammes sur Terre, il ne pèsera qu'un quart de ce poids sur Mercure. Maintenant, si nous y mettons quelques bananes, une poignée de mini-carottes et 2 pastèques, tu pourras emporter ton récipient en toute sécurité hors de ton véhicule spatial. Il te sera juste un peu difficile de faire tenir tout ça dans un Tupperware de taille standard. Mais attends, avant de sortir, tu dois savoir que la température atmosphérique sur Mercure peut atteindre 426 degrés Celsius. Cela signifie que ton récipient en plastique va instantanément fondre dès qu'il entrera en contact avec l'air. Et tes aliments, eux aussi, seront complètement brûlés. Tu peux peut-être essayer de te munir d'un récipient en titane, cela fonctionnera. Ou alors, contente-toi des aliments spécialement conçus pour les astronautes. Et maintenant, un petit tour sur Vénus, c'est parti. Si tu devais emmener ce même récipient vide sur Vénus, ce serait comme si tu étais sur Terre. Parce que Vénus est considérée comme la jumelle de notre planète. Elles ont énormément de choses en commun. Par exemple, leur taille et leur masse sont presque identiques. En ce qui concerne la gravité, voici la formule. Plus la masse est importante et plus la densité est élevée, plus la gravité est forte. La gravité sur Vénus est environ 10% plus faible que sur la Terre. Donc oui, tu peux quitter ton vaisseau spatial avec ton récipient, vide ou plein, et profiter d'un magnifique déjeuner pittoresque sur la surface de Vénus. Tu devras cependant trouver un moyen de manger sans enlever ta combinaison spatiale. L'atmosphère de Vénus est chargée d'acide sulfurique. Et ça peut irriter ton nez et ta gorge et te poser des problèmes de respiration. Ou pire, bien pire. Ensuite, tu ne pourras emporter aucun objet trop léger en posant le pied sur Phobos. Et non, il ne s'agit pas d'une île grecque. Pas même d'un yaourt grec, mais c'est un nom plutôt cool, n'est-ce pas? C'est en fait l'une des lunes de Mars. Ici, même ton vaisseau spatial aurait besoin d'un peu d'aide pour se maintenir près du sol. Mettons qu'il pèse autant qu'un bus. Eh bien, n'importe quelle personne de taille moyenne pourrait le soulever d'une seule main. Parce que sur Phobos, les habitants de la Terre ne ressentiraient qu'à peine la force de gravité. Et fais très attention si tu t'amuses à sauter. Un seul bond un peu trop enthousiaste et te voilà projeté dans l'espace. Passagers du vaisseau Voyager, veuillez ne pas sortir du véhicule. Tu t'approches de Jupiter, une géante gazeuse. Une tempête sans fin fait rage dans son atmosphère. De plus, il n'y a pas de surface solide sur cette planète, ce qui signifie bien sûr qu'il n'y aura pas d'atterrissage. Si tu regardes par le hublot, tu auras l'impression que vous vous déplacez à travers un gigantesque nuage. Mais pour les besoins de notre expérience, on va quand même faire un essai. Vas-y, lance cette balle de baseball que tu as emportée au cas où le voyage deviendrait un peu ennuyeux. Et compte le temps que la balle va mettre pour toucher la surface. Si sur Terre, ta balle tomberait à une vitesse de 9806 mètres par seconde,
Sur Jupiter, la même balle toucherait le sol à une vitesse 2,5 fois supérieure. C'est parce que Jupiter est plus de 10 fois plus grande que la Terre et environ 300 fois plus lourde que notre belle planète bleue. Maintenant, si tu déplaces ton vaisseau spatial juste un peu sur le côté, vers l'une des lunes de Jupiter, Europe, la situation sera complètement différente. Si tu lances ta balle de baseball en l'air sur Europe, tu ne la reverras plus jamais. La gravité y est presque inexistante, ce qui signifie que non seulement ta balle de baseball s'envolerait instantanément, mais tu connaîtrais toi-même un sort similaire. D'un autre côté, si tu te décides quand même à t'aventurer hors de ton vaisseau spatial pour explorer le champ gravitationnel d'Europe, pourquoi ne pas essayer de soulever le véhicule spatial lui-même ? Sur cette lune, un terrien ordinaire peut facilement soulever jusqu'à 450 kg, ce qui équivaut à un élan mâle adulte de taille normale. Ou tu peux soulever une formation pyramidale de 9 personnes de la même taille. À toi de choisir. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais bien attention. Même si de loin, ses anneaux ont l'air tout à fait lisses et d'une seule pièce, de près tu remarqueras qu'ils sont en réalité faits de fragments de glace et de roches qui flottent dans l'espace. Tu ne voudrais pas abîmer ton joli vaisseau, n'est-ce pas ? Il n'y a pas non plus de surface solide sur Saturne, ce qui rend là aussi l'atterrissage impossible, et l'atmosphère est pleine d'ammoniac. N'oublie pas que c'est un environnement plutôt inhospitalier pour un humain. À l'intérieur de ton vaisseau spatial, tu trouves une collection de livres de science-fiction, assez pour remplir une étagère entière. Ensemble, ils doivent peser environ 180 kg. Oui, ça fait beaucoup de livres. Et comme si tu étais doté de super pouvoirs, tu essaies de soulever la moitié de ce poids d'une seule main. Mais devine quoi ? Tu échoues, parce que la gravité de Saturne est trop semblable à celle de la Terre. Au cas où toutes ces histoires de gravité t'auraient un peu embrouillé l'esprit, lorsque nous parlons de gravité, nous nous référons à la force avec laquelle une planète, ou tout autre corps spatial, attire les objets vers son centre. Donc, si tu as besoin d'un peu d'aide pour organiser ta collection de science-fiction par ordre alphabétique, demande à l'équipage de déplacer le vaisseau vers un corps spatial voisin dont la force gravitationnelle est plus faible. Comme Pluton, par exemple. Aujourd'hui, elle n'est plus considérée comme une planète, juste une planète naine, et l'un des corps spatiaux les plus éloignés du Soleil. Tu auras besoin d'une combinaison spatiale extra chaude pour y aller. Pluton est glacé et sa surface est minuscule. Elle est plus petite que notre chère Lune, mais c'est un endroit idéal pour tester ta force. Si sur Terre, il est pratiquement impossible pour une personne normale de soulever un éléphant, sur Pluton, tu pourras soulever un éléphanteau pesant environ 120 kg. Et même un éléphant de taille moyenne qui peut peser jusqu'à 900 kg. Sur le chemin du retour vers la Terre, tu t'arrêtes un moment sur Uranus. La planète la plus froide de notre système solaire a une température moyenne d'environ moins 212 degrés Celsius. Donc, si tu tentes de sortir de ton vaisseau spatial, tu gèleras avant même d'avoir fait un seul pas. Bien que la gravité sur Uranus soit assez similaire à celle de la Terre, il y a une chose qui est très différente. Le temps. Une escapade de 2 semaines sur Terre se transforme en vacances de 3 ans sur Uranus. Si tu en as marre des planètes froides, tu peux retourner voyager sur des planètes plus chaudes. Oui, Mars est sans doute plus chaude qu'Uranus. Mais sa température moyenne est quand même d'environ moins 62 degrés Celsius. Sur Terre, nous n'avons des températures aussi basses qu'au pôle sud pendant l'hiver. Lorsque tu atterriras sur Mars, tu commenceras à te sentir à la fois léger et fort. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre. En d'autres termes, tu parviendras probablement à soulever ton propre poids sans aucune difficulté. Alors, toi qui as toujours voulu réussir à faire le poirier, tu as enfin trouvé l'endroit où réaliser ton rêve. La Lune est le voisin spatial le plus proche de la Terre et son seul satellite naturel. Elle s'est probablement formée alors qu'un énorme objet de la taille de Mars s'est écrasé sur notre planète il y a des milliards d'années. Cette catastrophe a transformé la Terre en une boule brûlante de roches en fusion. Elle a aussi propulsé des matériaux sur son orbite, créant ainsi la Lune. Aujourd'hui, cette sphère fortement cratérisée se déplace autour de notre planète. Cela provoque, entre autres, des marées autour du globe. Faisant un peu plus du quart de la taille de la Terre, c'est le 5e plus grand satellite naturel du système solaire. La Lune a plusieurs phases, telles que nouvelle Lune, pleine Lune, premier et dernier quartier. Mais quel que soit son aspect, tu peux toujours la trouver dans le ciel nocturne et parfois même pendant la journée. Mais imagine que tu te réveilles la nuit et que tu remarques que la Lune a l'air un peu différente que d'habitude. Elle semble plus brillante et plus grosse. C'est à peine perceptible, surtout si tu es à moitié endormi. Tu retournes te coucher
sans réaliser qu'au lieu de la Lune, c'est Mercure que tu viens de voir. De près, cette planète, la plus proche du Soleil, ressemble à notre satellite naturel. Sa surface est jonchée de cratères laissés par des roches spatiales. Mercure fait environ 2/5 de la taille de notre planète, mais elle est tout de même un peu plus grande que la Lune. C'est pourquoi la planète aurait une plus grande influence sur la Terre. Les nuits seraient plus lumineuses, les marées hautes seraient plus hautes et les marées basses seraient, tu l'as deviné, plus basses. Le cycle lunaire, c'est le temps dont a besoin la Lune, ou plutôt Mercure dans ce contexte, pour passer par toutes les phases, serait plus court de 14 heures. Mais dans l'ensemble, un tel remplacement n'aurait pas de conséquences drastiques pour notre planète. Alors, qu'en est-il de Vénus? Et si, au lieu de notre satellite familier, nous mettions l'objet naturel le plus lumineux après le Soleil et la Lune? On l'appelle souvent la planète sœur de la Terre, car leur masse et leur taille sont presque les mêmes. Vénus serait aussi grande dans notre ciel que la Terre est apparue aux astronautes d'Apollo lorsqu'ils l'ont regardée depuis la surface de la Lune. L'étoile du Berger serait beaucoup plus lumineuse que la Lune, car la planète réfléchit 6 fois plus de lumière solaire. De plus, elle occuperait une surface au moins 16 fois plus grande. C'est pourquoi les nuits sur Terre seraient aussi lumineuses que les premières lueurs de l'aube. Si tu regardais Vénus, tu verrais de vagues motifs tourbillonnants dans la couverture nuageuse blanc-jaunâtre de la planète. Vénus ne deviendrait pas le satellite de la Terre. Les deux planètes orbiteraient probablement autour de leur centre de masse commun et cette orbite serait assez excentrique. Mais si Vénus se déplaçait à la même vitesse que la Lune actuellement, les deux planètes s'écraseraient l'une contre l'autre dans un avenir proche. Bon, passons au candidat suivant. Si Mars était là-haut dans le ciel à la place de la Lune, tu la remarquerais sûrement. Même sans télescope, tu serais capable de t'émerveiller de sa couleur unique et des taches sombres sur sa surface. Et même si tu ne voyais pas la planète rouge, tu ressentirais quand même quelque chose d'inhabituel. Mars fait la moitié de la taille de la Terre, mais est plusieurs fois plus grande que la Lune. Remplacer un corps spatial plus petit par un corps beaucoup plus grand bouleverserait l'équilibre délicat de notre planète. Si tu avais la malchance d'être au bord de la mer lorsque Mars prendrait la place de la Lune, tu devrais partir au plus vite. Des vagues massives se soulèveraient dans les océans sous l'influence martienne. Elles s'écraseraient contre le littoral comme les plus grands tsunamis. Mars réfléchirait plus de lumière solaire que la Lune. Les nuits seraient plus claires, les paysages terrestres auraient une teinte rouge sinistre. Et tu pourrais admirer la plus haute montagne du système solaire, Olympus Mons, à travers un télescope. Mars n'est pas assez grande pour changer radicalement l'orbite de la Terre. Mais avec le temps, les deux planètes commenceraient probablement à se mettre en orbite l'une autour de l'autre, créant ainsi un système de planètes binaires. Et comme Mars serait littéralement la porte à côté, les voyages vers cette planète deviendraient une réalité. Bon, maintenant, passons à une autre échelle. Si Jupiter remplaçait la Lune, la Terre en tant que planète indépendante n'existerait plus. Elle se transformerait instantanément en une autre lune de la plus grande planète du système solaire. Le seul point positif de cette transformation, les gens auraient une vue imprenable. Jupiter est des dizaines de fois plus grande que la Lune. Une sphère gigantesque, magnifiquement rayée, couvrirait presque tout l'horizon. Si tu avais le temps d'apprécier le spectacle, tu verrais des nuages jaunes, bruns, rouges et blancs flottant dans l'atmosphère de Jupiter. Malheureusement, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse provoquerait instantanément de graves tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis. Le manteau et la croûte de la Terre seraient attirés vers Jupiter, ce qui ferait éclater notre planète. Elle serait étirée et comprimée avec une telle force que sa surface serait bombée d'avant en arrière de plus de 100 mètres. Malheureusement, la vitesse de la Terre ne représente que 10% de la vitesse nécessaire pour que nous restions dans l'orbite de Jupiter. C'est pourquoi notre planète trop lente s'écraserait sur la géante gazeuse en moins d'un jour. Bon, on abandonne cette option. Maintenant, si Saturne devait remplacer la Lune, ce serait un spectacle incroyable. La planète est plus de 35 fois plus grande que notre satellite. Cela signifie que le globe doré géant couvrirait 18 degrés du ciel. Et ses anneaux s'étendraient encore plus loin, d'un horizon à l'autre. La Terre serait un peu plus éloignée de la géante gazeuse que sa propre lune Dionée. Et comme Saturne est bien plus massive que notre planète, la Terre se transformerait en son satellite, et non l'inverse.
Malheureusement, la vitesse de rotation de la Terre ne serait, encore une fois, pas suffisante pour suivre le rythme, et nous nous écraserions très probablement sur la planète en un jour ou deux. Mais avant de brûler dans l'atmosphère de Saturne, nous devrions traverser ces magnifiques anneaux. Ils sont constitués de morceaux de comètes, d'astéroïdes et de lunes brisées. Ce serait un exploit d'arriver à passer à travers ces débris spatiaux. De plus, notre planète devrait éviter les lunes de Saturne. Or, il n'y en a pas moins de 53. Mais que se passerait-il si la chute n'avait pas lieu et que la Terre se transformerait en la 54e lune de Saturne? Alors, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse entraînerait des déplacements tectoniques massifs sur tout le globe. Il déchirerait la croûte de la planète jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ok, ça ne va pas non plus. Uranus et Neptune sont toutes deux des géantes de glace. Ces planètes sont de la même taille, plus grandes que la Terre, mais plus petites que Saturne et Jupiter. Elles ont toutes deux un intérieur glacé, une atmosphère profonde et une couleur similaire. Un très beau bleu-vert. Si l'une de ces planètes remplaçait la Lune, les conséquences seraient les mêmes. Alors, jouons à pile ou face. Ok, ce serait Neptune que tu verrais un jour dans le ciel. Neptune est 14 fois plus grande que la Lune. La planète ressemblerait à une montgolfière bleu vif dans le ciel, non seulement la nuit, mais aussi le jour. Elle semblerait être 15 fois plus grande que le Soleil. Si tout le reste restait identique, une éclipse solaire semblerait se poursuivre pendant des siècles. Une fois que le Soleil aurait disparu derrière le bord de Neptune, notre planète serait plongée dans l'obscurité totale pendant pas moins d'une heure et demie. Neptune a une masse 17 fois supérieure à celle de la Terre, et sa force gravitationnelle est beaucoup plus forte. C'est pourquoi notre planète se retrouverait à jouer le rôle du satellite encore une fois. Elle orbiterait autour de Neptune un peu plus loin que sa propre plus grande lune, Triton. Au fait, il y aurait un grand risque que la Terre entre en collision avec ce corps spatial. Mais supposons que nous ayons la chance de ne pas croiser les satellites de Neptune. Même ainsi, nous aurions plus qu'assez de problèmes à gérer. Les marées sur notre planète deviendraient 1000 fois plus puissantes que celles causées par la Lune. La force gravitationnelle de Neptune ne déchirerait pas la Terre, mais elle réchaufferait notre planète. L'activité sismique augmenterait, déclenchant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Et probablement aussi la fin d'Internet. Fais attention, cela pourrait te sauver la vie un jour. Le but principal d'une ceinture de sécurité est d'éviter les blessures graves en cas d'accident de voiture. Elle permet de réduire la vitesse du corps du conducteur ou du passager lorsque la voiture s'arrête brusquement. Si le véhicule roule à 96 km/h et qu'il heurte un arbre, sa vitesse tombe instantanément à 0. Mais la personne à l'intérieur de la voiture continue à avancer à la même vitesse de 96 km/h. À moins que quelque chose ne serve de force de freinage, la personne s'écrasera contre le tableau de bord ou bien traversera le pare-brise. C'est là que la ceinture de sécurité entre en jeu. Elle répartit la force de freinage sur la partie supérieure de ton corps qui est suffisamment solide pour résister à la pression soudaine. La partie visible du mécanisme de la ceinture de sécurité se compose d'une bande au niveau de l'épaule qui passe sur ta poitrine et d'une autre au niveau de la taille qui maintient ton bassin. Ces deux éléments sont solidement fixés au châssis de la voiture. Les ceintures de sécurité peuvent s'étendre et se rétracter grâce à cette fonctionnalité. Les conducteurs et les passagers peuvent se pencher vers l'avant tout en portant leur ceinture de sécurité. Mais en cas de besoin, la ceinture se resserre et empêche les personnes de voler hors de leur place. Voici le mécanisme qui rend cela possible. Jette un coup d'œil à un système de ceinture de sécurité moderne typique. Tu verras que la sangle de la ceinture est attachée à un mécanisme d'enrouleur. Sa partie centrale est une bobine. Elle est reliée à une extrémité de la sangle. À l'intérieur de l'enrouleur, il y a un ressort qui applique une force de rotation à la bobine. Elle aide celle-ci à tourner et à rassembler tous les matériaux détachés. Lorsque la sangle est retirée, la bobine commence à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le ressort qui y est attaché tourne dans le même sens. Ce mouvement a pour effet de détortiller le ressort. Celui-ci, à son tour, y résiste car il veut retrouver sa forme initiale. C'est pourquoi dès que la sangle est libérée, le ressort se tend immédiatement. Cela fait tourner la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre. Et rapidement, il ne reste plus de sangle supplémentaire. Ce système assez simple est utilisé dans un mécanisme de ceinture de sécurité à 3 points. Dans ce cas, la sangle est fermement fixée à une extrémité. Le clip de la boucle peut glisser le long de la sangle. Il permet aux conducteurs et aux passagers d'attacher leur ceinture de sécurité de manière à ce qu'elle soit bien ajustée sans être trop serrée. L'enrouleur libère autant de sangle que nécessaire pour s'adapter à la taille de la personne. Mais sans plusieurs éléments supplémentaires, ce système ne parviendrait pas à protéger les personnes à l'intérieur de la voiture en cas d'accident. Il ne les empêcherait pas de bouger librement, même si le véhicule s'arrêtait brusquement. C'est la raison pour laquelle l'enrouleur est également équipé d'un mécanisme de verrouillage.
Son rôle est d'empêcher la bobine de tourner si la voiture entre en collision avec quelque chose. Il existe 2 types de systèmes de verrouillage. L'un d'eux est déclenché par le mouvement de la ceinture de sécurité, l'autre par le mouvement du véhicule. C'est ainsi que fonctionne le premier type de système de verrouillage. Il est basé sur la vitesse à laquelle la sangle se déplace. Lorsque cette vitesse est trop élevée et que la bobine commence à tourner trop vite, la sangle se bloque. Ceci est réalisé à l'aide de plusieurs pièces supplémentaires. La bobine est équipée d'une pièce centrale et un engrenage est fixé au cadre. Une autre pièce est placée sur la pièce centrale. La voici. Rendons-la plus lumineuse que le reste. Cette dernière n'est pas fixée à la pièce centrale et elle est un peu lâche. Cela lui permet de bouger plus ou moins librement. Dans ce cas, lorsque la pièce centrale tourne lentement, la pièce lumineuse peut facilement se déplacer avec elle. Mais si quelqu'un tire sur la sangle, la pièce centrale se déplacera très rapidement. Et celle qui est lumineuse restera à la traîne et sera bloquée en place de cette façon. Et c'est ainsi que fonctionne le deuxième type de système. À l'intérieur de ce mécanisme, il y a une bille d'acier lestée qui peut rouler librement lorsque la voiture est en mouvement. Il y a aussi une charnière. D'un côté du mécanisme d'enroulement, il y a un engrenage qui tourne à chaque fois que la ceinture de sécurité s'enroule ou se déroule. Normalement, la boule repose sous l'engrenage, sous la charnière. Mais si la voiture s'arrête brusquement, la balle s'élance vers l'avant à cause de l'inertie. C'est la résistance d'un objet physique à tout changement de sa vitesse. Le mouvement de la balle pousse la charnière et elle s'accroche à l'une des dents de l'engrenage. Cela signifie que l'engrenage ne peut plus tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La bobine à laquelle il est relié ne peut pas non plus tourner. Ce processus rapide comme l'éclair verrouille la sangle en place. Après le crash, la sangle se détache légèrement. L'engrenage tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui libère la charnière. Si tu portes ta ceinture de sécurité correctement, la majeure partie de la force de freinage affectera ton bassin et ta cage thoracique. Ces parties du corps sont plus résistantes et plus larges que les autres. Cela signifie que pendant le crash, la force n'est appliquée à aucune zone petite et fragile. C'est pourquoi l'ensemble ne provoque pas autant de dégâts. La sangle de la ceinture est plutôt souple. Elle peut s'étirer légèrement lorsque le véhicule s'arrête brusquement. Et pourtant, plus la voiture roule vite avant l'accident, plus la ceinture de sécurité exerce une forte pression sur une personne. En cas d'accident, cela peut entraîner des dommages très importants ou bloquer le conducteur ou les passagers. C'est pourquoi la barre de torsion du mécanisme d'enroulement est si importante. Il s'agit d'une pièce métallique qui se tord sous la pression. Elle est fixée à la bobine d'un côté et au mécanisme de verrouillage de l'autre. Si l'accident n'est pas si grave, la barre de torsion ne change pas de forme. Mais si une force importante s'exerce sur la sangle et la bobine, la barre de torsion se tord. Grâce à cela, la sangle peut s'étirer un peu plus. Cela évite à une personne qui porte la ceinture de subir une pression trop forte sur la poitrine. Tout le monde ne s'appuie pas correctement sur le siège en voiture, mais s'asseoir correctement réduit le temps dont les systèmes de sécurité de la voiture ont besoin pour te sauver. C'est pourquoi la plupart des voitures modernes sont également équipées d'un prétentionneur. Juste avant un accident, le prétentionneur tire sur la ceinture, t'obligeant à te pencher en arrière autant que possible. C'est comme ça que cela se passe. Lorsque le conducteur réalise que sa voiture va entrer en collision avec quelque chose, il freine. L'électronique de la voiture ressent le mouvement trop rapide de la pédale. Cela signifie généralement que l'accident est sur le point de se produire. La partie centrale du prétentionneur est un mécanisme spécial à piston. Il s'agit d'une petite chambre contenant un matériau explosif. Juste avant la collision, un courant électrique allume ce matériau. Il enflamme à son tour le gaz contenu dans la chambre. La pression du gaz en combustion pousse sur le piston et la ceinture de sécurité se tend. L'airbag est une autre chose qui peut protéger un conducteur s'il fonce accidentellement dans un mur de briques ou autre. Une fois que la voiture heurte quelque chose, elle perd de la vitesse incroyablement vite. Un accéléromètre, une puce électronique conçue pour mesurer l'accélération, repère ces changements. Et si la chute de vitesse est soudaine et importante, le circuit de l'airbag se déclenche. Par ailleurs, le freinage, aussi soudain soit-il, n'a pas une force suffisante pour déclencher ce processus. Le circuit de l'airbag envoie un courant électrique à un élément chauffant spécial. Celui-ci déclenche alors un explosif chimique, commence à brûler et le processus produit une grande quantité de gaz inoffensif, généralement de l'argon ou de l'azote. Ce gaz se dégage dans un sac en nylon caché derrière le volant. Le sac se gonfle et projette le revêtement en plastique du volant. L'airbag est recouvert d'une substance crayeuse comme du talc. Cela lui permet de se gonfler super vite devant le conducteur. Lorsque la personne qui se déplace toujours à grande vitesse heurte le sac, du gaz s'échappe par de minuscules trous le long du bord de l'airbag. Au moment où le véhicule s'arrête complètement, le sac est déjà dégonflé. Et puis, la plupart des voitures modernes ont des zones de déformation qui s'effondrent facilement. Elles font un excellent boulot d'amortissement de l'impact. Ces zones se trouvent à l'arrière et à l'avant du véhicule.
Si la voiture heurte quelque chose, les zones de déformation s'aplatissent, tout comme une canette de soda vide. Cela permet d'absorber une partie de la force de l'impact. L'habitacle, beaucoup plus robuste, continue de bouger, et pendant que l'avant de la voiture s'effondre, le conducteur et les passagers sont plus ou moins en sécurité dans l'habitacle. S'ils portent leur ceinture de sécurité, bien sûr. Mon conseil ? Tu ferais mieux de boucler ta ceinture, mon pote. Peu importe le prix de ta voiture, même si elle coûte un demi-million d'euros, elle est faite d'une bobine de métal. Allons au tout début du processus de production. D'abord, d'énormes robots déroulent des bobines d'aluminium géantes dans des moules. Puis, une presse de 5000 tonnes appuie sur les feuilles de métal. Elles sont façonnées dans les formes souhaitées. Cette énorme presse doit créer toutes les pièces de la voiture. Le capot, le coffre, la carrosserie et les petites pièces comme les rétroviseurs et les portes. La carrosserie de la voiture est assemblée à partir d'environ 500 pièces différentes et reliées entre elles par environ 2000 soudures. Lorsque la carrosserie de la voiture est assemblée, le tapis roulant l'envoie à l'étape suivante, la peinture. Tout commence par un apprêt. Il rend la surface de la voiture lisse, la protège de la corrosion, des rayons UV et même des températures extrêmes. De plus, la peinture adhère facilement à l'apprêt. Ensuite, des bras robotisés munis de spray recouvrent la carrosserie de 5 couches de peinture. Au total, il faut environ 45 kg de peinture pour une voiture. Pour rendre la couche de peinture aussi uniforme que possible, on utilise parfois de l'électricité. Par exemple, lorsqu'il faut peindre des portières de voiture, elles sont suspendues en l'air et un courant électrique est envoyé à travers elles. La peinture atomisée dans l'air a une charge différente et elle est attirée par la pièce métallique comme un aimant. Par conséquent, il y a la même épaisseur de peinture sur chaque centimètre carré de la pièce. Après l'apprêt et la peinture, la carrosserie est envoyée au polissage. Cet atelier est équipé de lumière vive pour que les mécaniciens puissent voir la moindre rayure. La carrosserie de la voiture est polie jusqu'à ce qu'elle soit brillante. Puis, elle est envoyée au montage. Pour l'instant, aucune porte n'est accrochée à la voiture pour en faciliter l'accès. Parallèlement à l'assemblage de la carrosserie, il faut préparer les pièces intérieures. D'énormes morceaux de cuir sont posés sur une surface plane et examinés pour détecter d'éventuelles imperfections. Puis, un laser crée une projection des pièces souhaitées sur le morceau de cuir. Les motifs des pièces sont placés aussi près que possible les uns des autres, comme un puzzle, pour qu'il y ait le moins de déchets possible. Le robot commence alors à découper ces pièces. Les morceaux de cuir sont cousus ensemble pour former une sorte de sac qui doit être rembourré avec un matériau souple. On met un siège en mousse caoutchouc dans un sac hermétique, puis on pompe l'air hors du sac. Le siège en mousse caoutchouc rétrécit et on peut maintenant mettre le revêtement en cuir par-dessus. Le siège et le dossier sont ensuite assemblés tout comme les autres pièces souples de l'intérieur de la voiture et attendent leur tour pour être installés. Retour à la carrosserie. Il est temps d'installer le cœur de la voiture, le moteur. Le corps de la voiture est soulevé un peu plus haut et un petit ascenseur à commande humaine soulève le moteur qui pèse entre 130 et 230 kg sous le capot de la voiture. Le moteur est monté sur des cadres spéciaux avec de petits supports absorbant les vibrations. Ceux-ci sont nécessaires pour empêcher le moteur de vibrer et de faire trembler toute la voiture. Lorsque le moteur tourne, il y a des dizaines d'explosions à l'intérieur à chaque seconde. Un mélange de carburant et d'air est pompé à l'intérieur du cylindre par une valve. Puis, la bougie émet une étincelle. Il s'agit généralement d'un petit arc électrique. Cette énergie est suffisante pour que le mélange air-carburant explose. Cette force pousse le cylindre du moteur. Il descend et fait tourner l'arbre principal. Le cylindre revient ensuite à sa position de départ et les gaz d'échappement sont projetés par une autre soupape dans le système d'échappement. Après le moteur, on installe la transmission ou la boîte de vitesse. Cette boîte mystérieuse contient 2 arbres rotatifs avec des engrenages de différentes tailles. Elle est reliée au moteur par le disque d'embrayage. Lorsque tu appuies sur la pédale d'embrayage, le disque d'embrayage se désengage et les engrenages à l'intérieur de la boîte de vitesse cessent de tourner. Tu peux alors passer de la première à la deuxième vitesse et ainsi de suite. Un arbre se déplace par rapport à l'autre et la rotation est transférée des engrenages de taille différente aux autres. Lorsque tu relâches la pédale d'embrayage, le disque d'embrayage reconnecte à nouveau le moteur et la boîte de vitesse. C'est ainsi qu'avec une vitesse différente, les engrenages transmettent plus ou moins de rotation. Notre voiture est une propulsion arrière. La boîte de vitesse est donc reliée à l'arbre de transmission et au différentiel. Cette boîte entre les roues arrière transmet la rotation de l'arbre de transmission à l'arbre avec les roues. En même temps, on installe la suspension de la voiture.
Ces pièces relient les roues au corps de la voiture. Elles comprennent un arbre qui transmet la rotation aux roues, des poutres qui changent la direction des roues en fonction de la position de la direction et des amortisseurs. Maintenant, on installe les disques de frein et les roues. Lorsque la voiture roule, ces disques tournent avec les roues. Lorsque tu appuies sur la pédale de frein, le liquide de freinage pousse contre les pistons, ce qui fait que la plaquette de frein serre le disque. En conséquence, les roues de la voiture commencent à tourner plus lentement et le véhicule s'arrête. À cause de la friction entre les plaquettes et le disque de frein devient vite très chaud. Parfois, on peut même le voir rougeoyer à cause de la chaleur. L'étape suivante de notre chaîne de montage consiste à installer le système d'échappement. Tu as déjà vu ces faisceaux de tuyaux qui sortent du moteur. C'est le collecteur d'échappement. Les gaz d'échappement sont collectés de chaque cylindre et vont dans le tuyau principal. Ensuite, il faut réduire le bruit des gaz d'échappement, c'est l'objectif du silencieux. Il possède généralement plusieurs chambres. Les gaz entrent dans ces chambres un par un et leur vitesse diminue. Le système d'échappement se termine par un tuyau d'échappement chromé, c'est là que les gaz quittent la voiture et sont rejetés à l'extérieur. Maintenant, on descend la voiture et on installe un filtre à air sous le capot. C'est là que l'air est nettoyé avant de pénétrer dans les cylindres du moteur par les tuyaux. Le générateur. Ton moteur fait tourner non seulement les roues, mais aussi un générateur qui crée de l'électricité pour alimenter toute la voiture. On installe un filtre à carburant, ainsi qu'un régulateur et des capteurs de pression de carburant. Cela te permettra d'avoir la bonne quantité de carburant propre dans ton moteur. La batterie. Elle stocke l'énergie électrique et le générateur la charge. La batterie donne l'énergie nécessaire pour démarrer le moteur. Si tu as déjà vu une voiture connectée à une autre, cela signifie que sa batterie était à plat, mais le moteur peut démarrer grâce à la batterie de l'autre voiture. Ensuite, le générateur commence à fonctionner et la voiture commence à se recharger. Juste derrière la calandre de la voiture se trouve le système de refroidissement du moteur. Son principe de fonctionnement est similaire à celui d'un climatiseur ou d'un réfrigérateur. Le liquide de refroidissement élimine la chaleur du moteur et la fait s'évaporer dans le radiateur. Lorsque tu conduis, les courants d'air passent par la grille du radiateur et refroidissent la vapeur jusqu'à ce qu'elle se transforme en liquide. Par temps froid, tu dois remplir le réservoir du radiateur avec de l'antigel. L'eau gèle à basse température, mais l'antigel l'empêchera de se transformer en glace et d'abîmer le radiateur. Une autre pièce essentielle de la voiture est le relais électrique. C'est là que se trouvent les fusibles et les disjoncteurs pour tous les systèmes électriques de la voiture. Si le moteur en est le cœur, le relais électrique en est le système nerveux. Les fils sont reliés à toutes les différentes parties de la voiture. Il peut y avoir environ 1,5 km de câbles au total dans une voiture. Ensuite, des dizaines d'autres pièces sont installées, comme les réservoirs de liquide de frein et de lave-vitre, les actionneurs d'essuie-glace et ainsi de suite. En même temps, on installe des pièces de l'intérieur de la voiture. On place le tableau de bord et la console centrale entre les sièges conducteurs et passagers. Puis, c'est au tour des sièges avant et arrière. Ensuite, on place le volant et le boîtier d'airbag. Toute l'électronique est connectée au relais principal de la voiture sous le capot, sans oublier le système audio. Ensuite, il faut installer un pare-brise avant et un pare-brise arrière. Puis, il est temps de placer certaines pièces décoratives comme le bas de caisse et les inserts chromés. Et maintenant, on peut enfin installer les portes. La voiture est prête, mais il y a encore quelques tests à faire. Le véhicule est de nouveau inspecté sous une lumière vive pour voir les rayures ou les défauts qui ont pu apparaître pendant le montage. Puis, on envoie la voiture dans la salle de douche où l'on simule une forte pluie. Le mécanicien à l'intérieur inspecte chaque centimètre carré du véhicule pour s'assurer qu'il est étanche et qu'aucun liquide ne s'infiltre. Maintenant, la voiture se retrouve sur la dynamo et on teste son fonctionnement en situation réelle. Ce test simule la route et la voiture accélère aussi vite que prévu. Les mécaniciens testent si le véhicule accélère et freine correctement. Si le test est réussi, la voiture est considérée comme terminée. Félicitations! Maintenant, elle va partir par cargo ou par camion vers les concessionnaires où tu pourras l'acheter.